Mais aujourd'hui, on est arrivé sur des niveaux de valorisation sur certaines sociétés, on va dire cycliques. Vous savez, normalement, les cycles, les valeurs cycliques, il faut les acheter quand elles ont plutôt en bas de cycle, donc quand elles ont des PE élevés. Et là, pour la plupart, certaines commencent vraiment à faire des warnings, à arriver et à donner quelques chiffres. Donc souvent, elles ont été tellement massacrées, il suffit que finalement elles publient à peu près en ligne, et on va voir que beaucoup, on va voir avec la puissance du T3, si elles donnent un minimum de visibilité ou on peut en rassurer sur les problèmes de production, des prix du gaz, d'électricité, mais vous allez voir que souvent, elles vont remonter. L'élastique a été tendu beaucoup trop fort, et c'est assez positif. Donc pour la première fois depuis des années, on remet des valeurs cycliques en portefeuille. On y va doucement. Voilà, faut pas faire all-in tout de suite. Les mois d'octobre sont souvent assez compliqués après un mois de septembre. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aussi ces valeurs cycliques se peuvent faire. Donc vous avez souvent sur les small et mid cap. Bon, pour l'instant, il y a toujours le problème pneumatique de liquidité qui n'est pas là. Donc faut pas non plus se précipiter. Mais souvent, les mois de novembre, décembre sont des bons mois. Et souvent, on sait que voilà, une fois qu'on est sous les 50, c'est entre 4 à 6 semaines, souvent on va arriver. Donc c'est pour ça que dans les prochaines semaines, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir privilégié en portefeuille. Peut-être prendre des profits sur toutes les valeurs qui sont surdétenues, les Total, les valeurs de la défense, qui ont très très bien joué leur rôle de défense, et commencer à être un peu plus contrariant. Alors, si on ne le fait pas maintenant, parce que là, vous avez eu toutes les mauvaises nouvelles. Et vous dites sur des cycliques, là, on a trouvé des niveaux de valorisation qui laissait entendre qu'on avait perdu tout espoir de futur pour ces valeurs-là. Ah, mais il y a des sociétés... Alors, dans les small et mid cap, c'était plus un problème, je pense, de flux de liquidité, avec des sociétés qui sont quasiment largement sous leurs fonds propres, sachant qu'elles n'ont pas de goodwill, donc de goodwill, c'est la survaleur, et aussi, surtout, elles sont cash net. Il y a des sociétés, contrairement à la crise de 2008 ou de 2012, qui ont des cash au bilan, qui vont beaucoup mieux, qui ont des business models beaucoup plus sereins, et qui ont créé de la valeur depuis longtemps, et qui se payent maintenant au même niveau que les valorisations de 2008 ou 2011-2012 selon les valeurs. Voilà, il y a pour parler peut-être plus de large cap aussi, une société comme Michelin, que beaucoup de gens connaissent. Parce que c'est une société qui baisse encore fortement aujourd'hui. Michelin qui paie encore aujourd'hui. Je pense que même dans les grosses crises, elle ne s'est jamais payée sous les fonds propres. C'est une société qui génère du free cash flow année après année. Bon, ils ont peut-être un peu de goodwill parce qu'ils ont fait des acquisitions récentes qui sont peut-être un peu chères. Mais néanmoins, on arrive sur des niveaux de valorisation complètement débiles sur certaines valeurs. Donc, OK, on va y aller doucement, mais ça va être le moment peut-être d'aller sur certaines valeurs et d'arrêter le long dollar, long défensif, etc. Donc c'est vrai que je pense que... Les grands macro-trades, là, arrivent à épuisement d'une certaine manière. Voilà, donc nous, c'est ce que l'on espère. C'est vrai que ça serait quand même une bonne nouvelle si l'euro remontait, parce que c'est vrai qu'en tout cas, l'euro va être clairement très positif pour les résultats du troisième trimestre. Il y a plusieurs grandes sociétés qui ont déjà donné en anticipation du troisième trimestre l'impact positif sur le chiffre d'affaires et aussi sur les bénéfices par action. Mais clairement, même si l'euro remontait un peu au niveau inflationniste, parce que ça serait quand même bien quand on a payé les factures énergétiques, surtout en ce moment, on a vraiment l'hiver. Donc voilà, donc on est plutôt positif parce que quand on regarde toutes les mauvaises nouvelles, parce qu'au mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des entreprises ont commencé à certaines quantifier en disant si le prix de l'électricité reste comme ça entre 300 € ou 400 € du mégawattheure, ben c'est simple, on n'a quasiment pas d'EBITDA pour certaines. Donc on va arrêter de produire. Le président même Macron a dit ne signez pas tout de suite, parce qu'il y a pas mal de couvertures qui vont se terminer en fin d'année, donc quid de 2023. Donc c'est vrai que le premier trimestre 2023 va être très 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 compliqué, mais voilà, on le sait que c'est là. Et c'est vrai que le marché rebondit souvent avant. Regardez la grosse crise de 2008-2009 qui n'a rien à voir avec aujourd'hui parce qu'au niveau de la liquidité, les banquiers centraux, l'argent circule encore. Bah, c'était le premier trimestre 2009 où il y avait quasiment plus d'activité et le marché avait rebondi en mars 2009. Oui, bien sûr. Les points bas. Et il faut pas oublier... On était tombé à 8 de PS sur les actions européennes. Oui, pour la grande crise financière. Là, on est à 11 fois aujourd'hui. Et c'est vrai que même si les banquiers centraux sont plus là, on peut reparler du pivot, mais on voit quand même que les États jouent leur rôle de tampon entre le bouclier fiscal, l'Allemagne qui met 64 milliards, l'Italie. Mais j'entends quand même que dans cette phase très macro, dirigée par les banques centrales, la fonction de réaction des banquiers centraux, des politiques, etc., il y a quand même, la valorisation quand même là a interpellé beaucoup de monde dans le marché et a même suscité et déclenché des velléités de réinvestissement.
Voilà, une autre valeur assez cyclique qu'on pourrait nommer, Trigano, qui a quasiment pris plus de 20% sur ses points bas, parce qu'ils ont un carnet de commandes hyper long. Ils ont même décidé d'arrêter de produire, de prendre des commandes pour pouvoir livrer. Parce que maintenant, on reparlera peut-être de l'inflation, mais on voit que maintenant, il y avait des problèmes de livraison, des problèmes de supply chain, de logistique, et là, ça commence à aller mieux. Ils commencent à être livrés, donc ils vont pouvoir être livrés. Et les niveaux de valorisation étaient arrivés à un niveau complètement débile, sachant que c'est des sociétés qui sont en cash net. Donc même s'ils ont des problématiques, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que le marché, c'était un peu, là il est un peu, en tout cas comme avec le Covid, comme on ne sait pas l'impact de la crise énergétique, on balance tout. Et puis après, on va réfléchir. Voilà. Et dès qu'on va pouvoir mettre quelques chiffres en face, on va dire ah bah finalement, les IPO vont peut-être perdre 10, 15, 20%. Ok, oui, mais peut-être qu'on l'a déjà intégré en partie. Mais c'est largement intégré. Largement. Donc voilà. Donc, la conclusion, c'est de dire on y va. Il ne faut pas faire all-in tout de suite. Mais clairement, vous avez des sentiments négatifs extrêmement négatif et bear, et il suffit qu'il y ait une petite étincelle comme on a vu sur l'emploi et ou sur l'ISM, vous savez qu'il y a bad news, good news, pour avoir une journée comme aujourd'hui qui reprend 4. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, et si on n'était plus dans la fiscale dominance ? Et si les banques centrales voulaient casser, effectivement, alors on peine à en sortir. Elles le veulent. C'est compliqué. Ben oui, mais elles le veulent. Et donc, qu'est-ce que ça crée quand même comme tension entre les banques centrales et les États ? Jusqu'où on va comme ça ? Ouais, après, c'est bien beau qu'elles le veulent, mais on voit bien que dès qu'il y a un chiffre d'emploi qui est un peu plus favorable, et c'est quand même on est en train de voir noir sur blanc que le taux de chômage va monter dans les prochains mois aux États-Unis, c'est quasiment certain. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas parce qu'on a eu cette dichotomie, mais on voit que dès qu'il y a une petite bonne nouvelle, tout de suite, on reparle de ce fameux pivot. Donc bonne nouvelle, c'est-à-dire le chômage qui monte ? Oui, le chômage qui monte. D'accord. Donc, parce que le président de la Fed a pas beaucoup vu pour l'instant. Non, mais on a vu dans les chiffres Jolts qui était la première fois, pour la première fois depuis très longtemps. Baisse un peu. Oui, il y a quand même 1 million de moins. Oui, la demande baisse un peu. Donc on verra, mais ça va être mécanique avec la demande, l'immobilier qui rebaisse, tout ça. Ça va être mécanique de revoir d'ici quelques mois. Et tout ça devrait normalement correspondre aussi avec une inflation qui se calme. C'est vrai que le dernier mois, on a été tous douchés, nous le premier encore, par ce chiffre qui était encore assez violent. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il faut remettre du risque, il faut y aller doucement parce que l'inflation va être là encore présente. Les banquiers centraux vont pas non plus refaire open bar, on l'a bien compris, c'est fini. Mais néanmoins, pour reprendre un peu les arguments, ce que disait Nathalie, voilà, moi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas encore à la fin totale du bear market. Parce que c'est vrai que pour être à la fin du bear market, souvent, en tout cas peut-être en Europe sur les valos, on soit le peu, on peut y être. Aux États-Unis, on a 15, on est encore loin. Et surtout, les révisions des bénéfices par action ne sont pas encore complètes. Il y a eu 3% qui attendent le consensus. Mais il y a quand même des grandes maisons comme Goldman Sachs qui attendent déjà moins 10 pour l'Europe pour 2023. Donc ça commence. Vous voyez, on est quand même pas loin. Il ne faut pas oublier que le marché rebondit toujours, 2, 3, 4 mois avant le point bas des bénéfices par action. Donc si le trou, c'est vraiment le T1 l'année prochaine, premier trimestre l'année prochaine, je sais pas, mars, avril, à la fin de l'hiver, en fait 4 mois, novembre, on y est, on n'y est pas loin. Et c'est vrai que la seule chose qui peut être un peu inquiétante, c'est qu'aux États-Unis, où les bénéfices par action sont beaucoup plus hauts par des années de rachat d'actions qu'ils n'avaient pas forcément eu en Europe, ce qu'on appelle, c'est que quand on regarde la comparaison action par rapport aux obligations, ce qu'on appelle l'equity risk premium, malheureusement, la chute du mois de septembre a été totalement compensée par la hausse de taux. Donc, quand vous faites l'equity risk premium, c'est quoi ? C'est donc le taux du S&P, donc l'inverse moins le taux à 10 ans, la prime de risque est toujours autour de 3% et demi. Ce qui n'est absolument pas assez suffisante pour dire, tiens, ça y est, on y va à fond sur les US. On gagne plus sur du 2 ans américain aujourd'hui, en termes de rendement. Clairement, et c'est pour ça que on y va, et en fait, c'est plus quand je dis qu'on remet du risque, et c'est là où c'est très compliqué, parce que le problème, c'est que pendant le QE, pendant des années, les gens ont emprunté de l'argent gratuitement, ils sont allés acheter du Nestlé, du LVMH, des valeurs qui donnaient des fameux rendements, et c'est ça ce qui avait augmenté les PE. Et aujourd'hui, si cet argent sort pour revenir vers les taux, c'est pour ça que ça peut encore faire mal. Donc c'est pour ça que les valeurs qui sont peut-être encore trop chères... Le flux n'est pas encore là. Le flux, en tout cas sur les valeurs trop chères, de trop forte croissance, faut faire attention. Et c'est pour ça que quand je dis qu'on remet du risque, c'est qu'aujourd'hui, et ça peut paraître bizarre, c'est que limite une valeur cyclique peut devenir peut-être moins risquée qu'une valeur peu risqué. C'est ça ce qui est très... Et vous savez que nous, au sein de chez Gay-Lussac Gestion, on travaille beaucoup en analyse de risque, en vol et en bêta. Et aujourd'hui, pendant notre fonds small cap, une des valeurs les moins risquées en portefeuille, c'est une société qui s'appelle Groupe REIT, qui est une société d'intérim.
Donc vous dites, normalement, une société Ultra d'intérim, cyclique. très cyclique, avec un bêta supérieur à 1, c'est une des valeurs les moins risquées, en tout cas en volatilité sur les 6 derniers mois, bien plus que n'importe quelle société ultra récurrente. Parce que la valo est déjà complètement Parce que déprimée. la valo est en même niveau qu'en 2008-2009. Donc en fait, c'est des sociétés, quand il y a des risques off sur le marché, elles ne baissent plus. Et de temps en temps, elles sont complètement décorrélées. Donc c'est ça ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le risque n'est pas forcément là où on le pense. Ouais, j'entends bien. Oui, on avait la même discussion sur les obligations sans risque souveraines qui ont prouvé au terme de cette année 2022 que parfois elles portent plus de risques sur 9 mois que certains marchés actions, par exemple. Il y a une vraie discussion de marché, je trouve. Alors que pendant 10 ans, sur l'inflation, il n'y avait pas de débat, sur les stratégies à avoir, il n'y avait pas de débat. Là, on retrouve une vraie discussion de marché. C'est intéressant d'avoir une maison comme vous, Vega, qui depuis longtemps était plutôt averse au small cap, dire peut-être en début d'année. mais c'est vrai, les cycliques, le risque, il va falloir... Des mythes croissance, on est revenu sur des mythes par définition croissance cette semaine. Ouais, il va falloir à un moment y aller, mais la question, c'est toujours pareil. C'est que si on attend qu'on soit vraiment dans le trou, souvent le marché a déjà rebondi. Donc c'est ça, c'est tout ce travail qui est très difficile à savoir, où est-ce que l'on est. Donc, bon, mais ça veut dire que les dossiers sur lesquels vous revenez aujourd'hui, Louis, c'est un degré de conviction très très important, forcément, pour être sûr de la qualité de ces dossiers, sûr de pouvoir traverser peut-être encore quelques semaines ou quelques mois secoués. Bien sûr, donc ce qui est très important, c'est que toutes ces valeurs-là sont très drivées par la macro, comme on en parlait tout à l'heure. Néanmoins, quand même, nous, notre travail, comme on sent, le stock picking est un peu compliqué. C'est quand même, quand je parlais de Michelin ou de valeurs comme Trigano, c'est des sociétés, en tout cas Michelin, qui n'a jamais fait de perte. Trigano, ils ont 300 millions de cash net. Voilà, on ne va pas prendre la société hyper endettée, c'est beaucoup trop un risque. Là, on va prendre quelques sociétés dans des secteurs un peu massacrés. Ça peut être un peu l'automobile, l'intérim, quelques sociétés industrielles, ou une valeur comme Steph. Steph, on sait qu'il y a 2% de leur chiffre d'affaires qui est l'électricité, dans le transport logistique. Pourtant, ils bénéficient des prix de la reine, ils ont mis beaucoup de panneaux photovoltaïques, et le titre s'est fait complètement massacrer. On est sous les fonds propres, sachant qu'ils ont un patrimoine immobilier logistique conséquent qui est complètement amorti, puisqu'ils ont leur propre foncière interne, donc c'est pas en mark-to-market. Donc rien que le patrimoine immobilier vaut 2 fois plus que la market cap, et aujourd'hui c'est massacré parce qu'il y a juste eu le titre, ça va être impacté par l'électricité, et comme c'est lié très conso. Mais bon, voilà. Donc c'est des choses comme ça, et je sais qu'à chaque fois que ces niveaux de valorisation sont arrivés. La dernière fois, c'était 2008-2012. Et à chaque fois, ces valeurs-là, on rebondit. Ce n'est pas 10, 20, 30%. C'est de temps en temps beaucoup, beaucoup plus. Aujourd'hui, voilà, il y a des niveaux de société, c'est juste un peu divin. Donc c'est intéressant parce que c'est le rebond du mois de juillet. Si j'ai bien en tête, il était mené en grande partie par des valeurs de croissance. Il y avait le phénomène de baisse de taux, on croyait au pivot, etc. Et là, c'est le luxe, Hermès, etc. qui sont repartis, qui ont fait 2 fois mieux que le marché. Encore hier, le LVMH et Hermès ont encore fait 2 fois mieux. Non, mais ça veut dire qu'il y a encore des biais qui sont là. Ça va prendre énormément de temps. C'est pour ça que les biais, ça prend énormément de temps. Il y a eu énormément de flux vers ces valeurs-là où vous pouvez emprunter. Et moi, je ne dis pas que les valeurs de croissance, on a quelques-unes encore de portefeuille, mais elles ne vont plus surperformer comme pendant toutes les années Banque Centrale. Quand vous avez eu un peu la crise 2000-2002, ce n'est pas les valeurs techno qui sont remontées en 2002-2007, c'était plutôt les valeurs cycliques small cap. Rappelez-vous que les small cap, ça fait 5 ans qu'elles sous-performent. Voilà. Et donc là, l'ère 23, je ne sais pas combien, parce que pour la première fois depuis que l'inflation, on va revenir sur des vrais cycles économiques qu'on n'avait pas eu depuis 15 ans, cassés par les banquiers centraux. Donc là, si on repart en vrai cycle économique classique, post-récession, il faut des small caps et des cycliques.